Vous êtes à la Pitié-Salpêtrière, Gilles Montalesco, Johan Sylvain à ma droite. Derrière les deux fantassins, Corinne et Simon, nos infirmières. On a à la tête du patient Najib Hamoudi pour l'échographie et puis Julien Poujat pour l'anesthésie. Et donc on vous présente un cas de fermeture d'auricule gauche qui a été sélectionné. En fait, comme vous savez, ces populations de patients à qui on ferme les auricules gauches sont des populations extrêmement fragiles avec beaucoup de comorbidités. Et en fait, pour faire un cas aujourd'hui, j'en avais sélectionné deux. Malheureusement, la première patiente est décédée ce week-end d'une hémorragie et donc on est passé au deuxième cas. Et le deuxième cas est arrivé avec 300 de troponine et donc a été aussi luxé parce qu'il a la maladie coronaire qui est décompensée. Et donc, on est avec le troisième cas aujourd'hui, monsieur F, que Johan va vous présenter, qui est aussi un patient qui a une histoire un petit peu lourde, mais qui est intéressante et qui va faire l'objet donc d'une fermeture d'auricule gauche avec une anatomie qui n'est pas forcément la plus simple qu'on ait déjà rencontrée. Merci Gilles, alors on va prendre les slides s'il vous plaît. La prochaine. Voilà, donc juste pour vous dire que j'étais interne quand Gilles faisait la première FAG dans le service, c'était avec le device Plateau, c'était en 2004. Et puis depuis, ça a quand même augmenté après la VHAS et voilà, on a une activité essentiellement de structurelle non valvulaire sur FOPS et IA, mais bien sûr les FAG font partie de l'activité quotidienne du CatLab. Suivante. Alors le cas, donc c'est monsieur F, il a 70 ans, il a une indication aux anticoagulants avec une IFA paroxystique, actuellement ce jour en rythme sinusal. Il a un CHA2-VASc 3, on pourra discuter qu'il est juste en dessous des indications HAS, un ASB de la 4 et il a surtout une maladie grave hémorragique. Il a une angiodysplasie gastrique colique multitraitée, compliqué de choc hémorragique, d'anémie chronique et il est transfusé régulièrement. Donc il a 8 grammes d'hémoglobine, il est transfusé et il est quand même sous hélikyste 5x2 avec une fraction d'éjection qui est conservée à l'écho. Suivante. Donc ça c'était le patient. Donc les patients on les screen avec des scanners cardiaques. Donc il y a des avantages et inconvénients du scanner. On a l'avantage sur la forme de l'auricule, on élimine un thrombus, on a une idée de l'orientation et on a une idée du sizing. Suivante. Voilà, on peut voir que c'est un auricule en doigt de gant qui va pas être facile sur l'angulation et l'axe. Suivante. Voilà, donc on a une première imagerie qui nous donne des mesures qu'on discutera ensuite. Donc un minimum de 23 mm de landing zone et un maximum de 28 sur un orifice que vous pouvez voir qui est un peu elliptique. Donc il va pas être simple sur le sizing. Suivante. Le patient a également eu une ETO pré, pour là aussi faire du sizing. Et vous voyez que les mesures varient entre 13 et 23, mais globalement les mesures de landing zone. Il y a une coupure de son manifestement. Je ne sais pas, oui, on a une perte complète. Je ne sais pas si vous nous entendez là-bas. Il y a une coupure de son. Ça y est, c'est reparti. Il faudrait qu'il revienne un peu en arrière, peut-être. Non, il y a une nouvelle coupure. On est à nouveau coupé. Je sais, ça y est, on te voit bouger à nouveau, oui, donc ça doit repartir. Merci de reprendre. C'était OAD30 crânienne, d'après cette incidence, mais qui n'est pas la même, oui. Ah, on est de face là. Il faudrait revenir un peu en arrière. Donc je disais, donc le Trimencio nous permet de voir qu'il fallait faire une ponction transseptale la plus basse possible pour un auricule qui est haut situé et qui tourne dans un sens inhabituel. Suivante. Voilà, une angulation du Trimencio nous permet de faire donc les mesures. On a un average qui est à 21 mm. Donc entre 20 et 21 mm. Suivante. Voilà la vue de profil de l'auricule. Suivante. Voilà, donc après on va discuter bien sûr le choix de la prothèse. Et donc là ça va être tout l'apport de l'ETO qui est en paire opératoire. Donc suivante. Voilà, donc je vous ai remis les images, les moyennes de chaque imagerie multimodale et je vais passer la parole à Najib qui lui a le TO pair sur lequel on va se fixer pour le choix de la prothèse. Donc suivante. Najib, à toi.
Merci Johan. Bonjour à tous. Donc si vous voulez bien montrer l'écran d'échocardiographie, pour pas perdre de temps, on va passer à la procédure d'aujourd'hui. Donc le TO bien sûr a pour intérêt en paire opératoire d'abord de vérifier qu'il n'y a pas de thrombus dans l'auricule gauche. C'est ce qu'on a commencé à faire. Pour gagner du temps, je ne vous montre pas cette vérification qui a évidemment été faite. Le deuxième intérêt, c'est de bien guider et monitorer le transseptal. Je vous montre ici l'incidence 120 degrés qui montre bien le contact de la sonde sur la cloison interatriale vers la veine cave inférieure. C'est vraiment ce qu'on souhaitait faire. On va vérifier évidemment dans d'autres incidences, ici à 45 degrés, qu'on est bien safe, et on voulait faire à la fois inférieur et médian. Donc vous voyez que le positionnement est optimal. Ici, on a l'habitude de faire un tout petit travelling pour essayer de deviner l'abouchement de l'auricule gauche en face du transseptal, et on a considéré que c'était optimal, raison pour laquelle on a décidé de faire le transseptal. Et vous voyez ici le transseptal qui est fait de façon sous contrôle visuel en X-plan, sans aucune difficulté. Vous voyez que la gaine est passée, elle est quasiment en face de l'auricule. On a vérifié évidemment que le péricarde est libre, le patient a reçu le traitement anticoagulant, et puis là on se repositionne sur l'auricule gauche. Vous voyez qu'il n'y a pas de thrombus, on est ici à 60 degrés, c'est souvent difficile de bien le voir à 0 degré. On a commencé les mesures à 30 et je passe un petit peu vite parce qu'il faut laisser le temps évidemment au live. Vous voyez, on le voit très bien à 30 degrés, libre. Première mesure, vous voyez 18 mm sur la landing zone. Un auricule qui n'est pas très profond. À 60 degrés, la mesure est concordante, 18 mm. À 80 degrés, c'est la même histoire, 17 mm, juste en dessous de l'artère circonflexe sur la zone cible. Et vous allez voir que la morphologie change à 130 degrés. On a cette forme particulière avec une cible qu'on a définie à cet endroit-là, une mesure qui est de 19 mm. Ce qu'on a l'habitude de faire aussi, vous voyez, on peut le voir en X-plan, ça permet d'éviter trop de manipuler la sonde de TO chez ces patients, encore une fois, extrêmement fragiles. Et le mieux aussi, c'est de faire une acquisition 3D. L'idée, c'est d'éviter d'être trop traumatique sur l'œsophage, en particulier sur des auricules comme ça. Et vous voyez qu'à partir de l'acquisition tridimensionnelle, on arrive à naviguer dans l'auricule. On le voit ici autour de 30 degrés, ici à 130 degrés, et on a pu se positionner vraiment sur la cible. Je vais juste faire un petit zoom pour vous montrer. Voilà, et donc sur la landing zone qu'on a définie à cet endroit-là, on a mesuré des diamètres autour de 18 mm également. Si on se met un tout petit peu plus bas, on voit bien qu'on a de l'accroche un petit peu partout, et globalement, avec ces caractéristiques, on a discuté de façon collégiale sur le sizing. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, on va peut-être montrer ce qu'on a fait juste avant de prendre l'antenne. On va vous montrer les enjeux. Donc on a fait une ponction veineuse sous écho, comme on fait toujours. On a fait le transseptal dont vous a parlé Najib. Là, vous voyez un guide BMV qui vous assure la présence dans l'oreillette gauche. Pour ceux qui font pas énormément de ponction transseptale, c'est une sécurité. Votre BMV, il part pas dans le péricarde en faisant le tour du cœur, ou il part pas dans l'aorte. Il est bien dans l'oreillette gauche, et à ce moment-là, vous pouvez recouvrir, je crois que c'est l'image suivante, recouvrir votre aiguille avec une grande sécurité, et puis passer la gaine transseptale, et vous enlevez, vous retirez tout le dilatateur et le guide et l'aiguille, et vous êtes de manière safe dans l'oreillette gauche. Ça, c'est pas la suite. Voilà, on monte la gaine. Voilà, on monte la gaine dans des vaisseaux qui sont un peu tortueux chez ce monsieur. Là, on a un petit mouvement pour se réaxer côté septum, et on passe le septum. Voilà. Après, on a été chercher l'auricule, qui a en effet une naissance un peu inhabituelle, c'est-à-dire très verticale et assez à distance des veines pulmonaires. Et donc, on l'a trouvé. Vous voyez qu'on a besoin de beaucoup de torque pour se mettre dans un axe qui n'est pas de toute manière complètement optimal là. Mais l'idée, ça va être de pouvoir essayer d'amener la prothèse au bout de cet auricule, de faire la boule et de se placer sur la zone d'atterrissage que vous avez vue à l'échographie. Gilles, est-ce qu'on peut te poser une question ? Voilà, on a mesuré.
Gilles, allez-y. tu nous entends? On aurait deux questions. La première, c'est... Je t'entends. Tu m'entends. Pour le sizing de l'auricule en échographie, est-ce que vous tenez compte des pressions de l'oreillette gauche initiale et au besoin, est-ce que parfois vous remplissez un petit peu le malade pour vous assurer que vous ne sous-dimensionnez pas votre auricule? Et puis la deuxième question, c'est est-ce que tu injectes à travers une pigtail dans le guiding ou est-ce que tu injectes directement dans le guiding quand tu es dans l'auricule gauche? Alors, première question, on mesure toujours la pression dans l'oreillette gauche, elle est à 20 de moyenne chez ce patient, donc il est parfaitement rempli. S'il est inférieur à 10, on le remplit pour l'amener à les 12, au moins 12 mm de mercure de pression dans l'oreillette gauche, et après on fait les mesures. On n'a pas eu besoin de remplir ce patient. Alors, bien sûr, on peut s'aider d'une pigtail pour injecter, on l'a fait longtemps. Je pense qu'avec l'expérience, c'est plus complètement nécessaire, et donc quand on injecte à la main précautionneusement dans la gaine, ça se passe très bien, c'est ce qu'on a fait ici. Une autre question Voilà. aussi, vous avez parlé du choix de la prothèse, vous avez aussi dû choisir, j'imagine, la gaine, une simple ou une double courbure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel choix vous avez fait et comment, pour quelles raisons vous l'avez fait? Alors c'est vrai que avec le Watchman, il y a plusieurs types de courbures de gaine possibles. C'est pas le cas pour l'amulette. Hein. Vous avez une gaine qui a deux tailles possibles, hein, 12 French ou 14 French en fonction de la taille de la prothèse que vous voulez mettre. Et c'est une double courbure. Et on n'a pas la possibilité d'avoir d'autres courbures, si ce n'est une courbure simple d'une gaine qu'on utilise en général pour faire autre chose. Mais là, on est en double courbure, 12 French, puisqu'on imagine de toute manière rester avec une taille de prothèse inférieure à 25. Voilà, alors l'idée, c'est d'essayer de mettre cette prothèse sur la zone qui est juste en aval de la circonflexe que vous avez vue à l'échographie. Il y a une autre stratégie qui pourrait se discuter en cas de difficulté, qui est d'essayer de faire un sandwich. La technique du sandwich, c'est-à-dire de mettre la prothèse derrière, allant dans le lobe que vous voyez peut-être en angiographie et en échographie, pour la caler à cet endroit-là. C'est une deuxième possibilité qu'on sera peut-être amené à choisir si on n'est pas à l'aise avec la stratégie initiale de mettre une prothèse de 22 mm, là où on a mesuré en gros 18 à l'ETO. Voilà, je vais travailler, et puis Johan peut répondre à vos questions aussi pendant ce temps-là. Alors, vous pouvez voir sur les images, moi je fais quelques commentaires, on a essayé quand même de faire un transseptal le plus bas possible et on arrive tout juste dans un axe correct. Hein. On aurait aimé être aligné dans l'axe de la landing zone perpendiculaire à la landing zone. Donc là, on n'est pas tout à fait aligné, malgré un transseptal pas orienté initialement par Trimensio puis le Théo. Donc tout va être dans le torque. Le positionnement, comme l'a dit Gilles. Et puis le sizing et le choix de la technique. Est-ce qu'on fait une implantation classique ou un sandwich? Oui, on fait le torque. On s'oriente au maximum dans l'axe. Sur l'axe, le mieux c'est vraiment de regarder à 130 degrés pour vraiment voir où est-ce qu'on arrive. Vous voyez qu'on est en X-plan ici. La gaine est là. Je pense que vous êtes bien. Vous voyez qu'on est assez antérieur, médian. L'objectif c'est de la larguer à cet endroit-là. Allez, on va faire la même. Moi, je pense que l'axe est plutôt pas mal à 130 degrés ici. Vous êtes peut-être un petit peu trop profond, on verra bien. Ouais, peut-être un petit trop. Recule. Voilà, tu recules pour juste faire la boule. Voilà, avec la flèche, je vois le monitorage. Voilà, donc on fait la petite boule. Voilà, vous êtes là. Sans perdre le torque. Voilà, on s'arrête et on regarde. Voilà, vous êtes à cet endroit-là, vous êtes dans la zone sandwich. Voilà, d'accord. Donc je suis presque un peu trop torqué. Voilà. Je pense que l'axe est pas mal, c'est peut-être un petit peu profond. Mais c'est pas mal, je pense. Je pense qu'elle peut prendre sa place. Ouais. On va peut-être
Je vais la détorquer un tout petit poil. Voilà, on va faire le triangle là. Si on veut voir. L'idée, Donc c'est le d'essayer triangle, c'est le moment d'accrocher. où on sort les crochets. Hein, voilà. Un tout petit Alors, peu on en fait ça, on dessous. contrôle C'est pas mal, hein. Je surtout, trouve que c'est pas mal sur l'axe. On est pas mal. On n'est pas Ouais, trop mal. elle devrait on voit la accrocher. circonflexe qui est juste là. La Allez, on circonflexe va est là. essayer de la sortir un peu plus. Alors, elle s'est mise en sandwich. C'est mise un petit peu en sandwich. Alors, attends, on va attendre ici. On va regarder une seconde la tête que ça a. Est-ce qu'elle s'est mise un peu là où on pensait qu'elle se mettrait, c'est-à-dire vers le lobe, en sachant qu'on risque d'avoir de la compression de l'autre côté, hein. Oui, alors là j'ai une petite réserve parce que je crois qu'on n'accroche pas bien ici, à cet endroit-là. Elle a un peu glissé, ouais. Je ne sais pas si vous pouvez faire un peu plus antérieur. Alors là, on recapture. Sur la recapture, essayer de la mettre un peu plus Partielle. antérieure. Alors c'est vrai que là que c'est pas optimal avec le torque. Ou un peu plus profond, peut-être que ça s'essaye, je pense. Voilà, dans cet axe-là. Vas-y, là. Un peu plus antérieur, et là. Moi je pense que ça se tente à cet endroit-là. Ouais, c'est mieux. Regardez. Ouais. Elle est vraiment Un peu mieux. axée ici, on accroche mieux. Je pense que ça se tente à cet endroit-là. Allez, vas-y, on va ouvrir le disque, on va voir. Voilà. Et Elle est pas mal. Je vais reprendre le live on en va se mettre un full, peu en tension tout de suite, voir ce voilà. que ça donne. et on va faire le tour Voilà, dans toutes je suis les incidences. Je suis en tension et pendant ce temps-là, Najib va essayer de mesurer ce qu'on a comme compression. On n'aura pas de la compression partout, hein. Donc on est bien dans l'auricule, ici à 45 degrés, en-dessus de la circonflexe. Alors l'imagerie est suboptimale compte tenu de l'anatomie du patient et je suis sur ce profil extrêmement vigilant sur l'importance du bécage de la sonde. C'est pour ça que j'essaye de pas trop traumatiser l'œsophage. Je rappelle que c'est des malades très fragiles. Voilà, on arrive quand même à avoir une bonne imagerie et on arrive à voir la prothèse qui est là. On est en dessous de la circonflexe, il n'y a pas de souci. Je vais faire une première mesure Un ici. petit peu sur une des deux lobes, hein, enfin sur le côté de la prothèse, pas 360, mais On va faire une rotationnelle. Gilles, bonjour. Oui. Victor, juste une Bonjour. petite question pendant que tu tournes. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as choisi l'incidence dans laquelle tu as implanté? J'ai vu qu'on voit quand tu es en OHG3 Caudal 10. C'est sur le scanner que tu t'es basé au début pour choisir l'incidence de travail? Absolument, absolument. C'est une anatomie inhabituelle et c'est une incidence de travail inhabituelle. C'est-à-dire que pour avoir cette image de déroulement de l'auricule que vous avez en angiographie, le scanner nous disait qu'il fallait être de face avec un peu de caudal. Et c'est l'avantage du scanner, on gagne du temps pour le lieu de la ponction transseptale et pour le choix de l'incidence angiographie. Du premier coup, on avait une bonne incidence en angio. Ça, c'est l'avantage du scanner avec une reconstruction Trimencio. Bon, on va peut-être relâcher... Moi, j'ai trouvé des mesures autour de 18 mm. Hein. Ah ben c'est bien ça. Donc on a une vraie compression à plusieurs... À plusieurs endroits, entre 0 et 90, on est à 18 mm. Ici à 130, ce qui n'est pas inhabituel, on a un petit peu moins de compression. Alors voilà, à 130, on devrait avoir moins de compression parce que c'est là où part le lobe. Voilà. Est-ce que vous pourriez... En tout cas... Gilles, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les taux de compression que vous ciblez en fonction de la taille de la prothèse? Bien. Alors, jamais moins de 10%, bien évidemment. On essaye d'être au-dessus. Voilà, si tu as 7-8 et que tu as des raisons de penser que tu ne feras pas mieux avec une autre prothèse, on peut se poser des questions, mais on n'est pas rassuré avec 7-8% de compression, c'est évident. Là, on est plutôt autour de 20% de compression, hein, donc on est bien, quoi. On est à 20, plus de 20% de compression. Alors, on va retester la stabilité en scopie. Vous voyez, moi, je lésine pas sur la stabilité, hein. Voilà. C'est un vrai test. Ouais. Plus qu'un tuck test. Hein. Voilà. C'est plus qu'un tuck test, Et bon, ça. ouais, c'est le Montalesco test. Ouais. Ouais. J'ai En pas tout cas, il a l'air efficace. Je vais le Hein. revoir. On va. Alors voilà, on peut faire en écho, parce qu'en écho, ce qu'il faut regarder, c'est les parois de l'auricule. Est-ce que c'est l'auricule qui vient ou est-ce que c'est la prothèse?
Donc je vais le refaire en écho. Allez, Najib. Ouais, vous avez l'image Voilà, c'est live. l'auricule qui vient. Hein. Ouais, elle reste bien en place, elle ne recule pas. On reste sur l'axe image à 130, c'est celle qu'il faut le plus surveiller parce que on peut avoir le plus de protrusion. On voit qu'on est bien sur la CX, elle ne bouge absolument pas. Elle n'a pas bougé d'un millimètre. Pour moi, c'est bon. Hein. Bon, bah écoutez, nous on est plutôt contents. Est-ce que vous avez des critiques avant qu'on lâche la prothèse? Non, j'ai aucune critique, mais est-ce que vous faites une petite imagerie, par exemple, un peu diode dans le cathéter ou jamais? On le fait à la fin. Quand on n'est pas certain, on le fait avant. Là, on est plutôt rassuré. Donc, on va vous faire une imagerie de contrôle après largage. Ok. Voilà. Oui. Voilà, donc le patient est anticoagulé avec de l'enoxaparine. On ne fait pas d'héparine standard ici, y compris pour le structurel non valvulaire, et on ne fait pas d'ACT. C'est quand même extrêmement pratique aussi. On va reprendre l'incidence du début, et puis on va vérifier tout ça. Allez, c'est parti. Bien. Le lobe est bien séparé du disque. Hein. Vous voyez que c'est aussi un critère de fermeture important. Le disque est un peu concave comme on aimerait le voir régulièrement. Et puis le lobe a l'air quand même occlusif à peu près partout. Et on ne voit pas l'auricule derrière le lobe à l'injection. Najib, tu peux confirmer qu'on n'a pas de fuite périprothétique Oui, bien sûr. J'ai l'image écho est visible. Ouais. Je vous montre ici le résultat en ETO 3D. Vous voyez bien le disque qui obture complètement l'orifice atrial de l'auricule gauche. Vous voyez qu'on est au ras de la mitrale sans problème. Et si on reprend l'image 2D, vous voyez bien, effectivement, on est au ras de la mitrale. En bidimensionnel, moi j'ai vraiment l'habitude de vérifier d'abord en 2D. On voit bien qu'on a un contact partout. Il n'y a pas de souci. Et puis on va faire un contrôle couleur. Lorsqu'on a un si bon résultat en bidimensionnel, il est plus qu'exceptionnel de voir un shunt résiduel. Vous voyez qu'il faut réduire les vélocités de couleur. On tourne autour. Ici, à 130 degrés, il n'y a pas de shunt. Il n'y a rien qui passe en couleur. Hein. Franchement, pour moi, il y a un excellent résultat. Parfait. Bon, bah, c'est comme toujours, hein, c'est pas le cathétériseur qui compte, c'est l'échographiste, hein, je vous rappelle. En tout cas, c'est honnêtement, c'est un très beau résultat. C'est un très beau résultat sur une anatomie qui n'était pas très facile et très évidente au début. Est-ce que, donc on va quand même féliciter les opérateurs, mais est-ce que lorsqu'il y a une naissance un petit peu particulière comme celle-là, et une orientation un peu particulière comme celle-là, vous ajustez sur le scanner, comme ça a été évoqué ce matin, la zone de ponction en étant peut-être moins postérieure, mais un peu plus médian? Parce que c'est l'impression que ça donne un petit peu. On sait qu'il faut piquer inférieur. C'est ce qu'on a fait, oui. Mais parfois, on ajuste un petit peu la position médiane en fonction de la... C'est ce que vous aviez fait ici? Absolument, oui. C'est ce qu'on a fait, Nicolas. C'est-à-dire qu'on s'était dit qu'il faut piquer très bas, très inférieur et plutôt médian. Et on a piqué médian et inférieur, pas hyper inférieur, parce que le septum était un peu épais en inférieur. Mais on était dans une position qui était à peu près correcte pour aller cathétériser cette origine d'auricule qui est pas là où on le trouve le plus souvent. Voilà, mais voilà, quand on a bien réfléchi en amont, on s'évite les mauvaises surprises. Mais comme tu sais, les auricules, c'est des structures qui sont extrêmement variables et on voit de tout et des fois il faut un peu improviser parce que ça ne correspond pas à ce qu'on fait en routine sur d'autres auricules. Absolument. Alors là, moi j'ai trouvé, c'est toujours très intéressant de voir travailler les autres. Nous, on a une chose un peu différente qu'on fait, c'est qu'on ouvre en boule position avant de rentrer dans l'auricule. Est-ce que vous le faites de temps en temps ou vous mettez toujours votre cathéter au fond de l'auricule, sur le lieu où vous voulez le placer? Je pense que la boule pour entrer dans l'auricule, c'est une bonne technique
sur des auricules où on n'aura pas de problème d'axe. Et qu'en effet, c'est une manière simple de rentrer dans l'auricule si l'accès est facile et qu'on est en face. Si on se dit que l'axe va être clé dans le positionnement de la prothèse, je pense qu'il faut vraiment mettre la gaine là où on a envie de l'avoir pour qu'on n'ait pas de rotation de la prothèse dans le mauvais sens, quoi. Donc c'était un peu le cas aujourd'hui, et donc on a assuré l'axe pour déployer la prothèse. Donc tu t'adaptes à chaque situation, quoi. Ouais. Il y a certainement des questions. Une question dans l'audience, ouais. Oui, Gilles, bonjour, c'est Emmanuel Tégère. Quand on reprend vos mesures scanner, ETO prêt, ETO pair procédure, tu es d'accord, on a 3 valeurs totalement différentes, enfin assez différentes. Ouais. In fine, on a généralement les valeurs de scanner sont plus élevées que les ETO pair procédure, alors que là, vous aviez une pression dans l'oreillette qui était... Alors comment tu vas arbitrer, j'allais dire, entre ces différentes mesures et quelle serait ton explication sur ces différences? Alors, tu as raison, hein, il y a scanner et scanner, il y a lecteur de scanner et lecteur de scanner. Hein, et donc, le radiologue qui lit le scanner fait des mesures là où il pense que c'est bien, avec ou sans reconstruction. D'ailleurs, assez souvent chez nous, sans reconstruction. Et on a, comme tu dis, des diamètres qui sont souvent supérieurs à ce qu'on aura in fine, en particulier avec le TO. La deuxième chose, c'est qu'on s'approche un peu plus de la vérité avec la reconstruction Trimencio. Mais même comme ça, je trouve qu'il faut se méfier. On est souvent aussi un petit peu au-dessus des valeurs d'échographie. Moi, j'ai tendance à prendre sur le Trimencio la mesure qui s'appelle average. Et par rapport à cet average, je surtaille ma prothèse en gros 3 mm. Et en général, ça tombe à peu près bien. Mais in fine, la décision, elle est prise comme aujourd'hui, sur le champ, avec le TO, dans les conditions opératoires. Donc, et souvent, en effet, on a des diamètres qui peuvent être un petit peu inférieurs à l'ETO qu'au scanner. Faut juste le savoir. Alors après, de temps en temps, on travaille avec l'ICE, et c'est encore une autre manière de travailler et de mesurer. Donc il faut s'adapter. Mais quoi qu'on fasse, quoi qu'on mesure, je pense que l'important, c'est d'avoir les critères de sécurité avant de larguer la prothèse, hein, c'est-à-dire la position, la séparation du disque et du lobe, la compression, la stabilité, enfin tous les critères que vous connaissez. Et quelle va être votre stratégie antithrombotique pour ce patient après la procédure? C'est une bonne question. Hein. C'est un patient qui a fait un choc hémorragique d'origine digestive et il n'y a pas de bon traitement antithrombotique pour ce type de patient avec des enjeux de dysplasie. Les antiagrégants, dont l'aspirine, sont toxiques, en particulier sur ces enjeux de dysplasie gastrique. Pour l'instant, il est arrivé avec un traitement, moi, qui me convient assez bien, qui est de l'Eliquis à demi-dose, 2,5 mg x 2 par jour. Je pense qu'on va continuer cela. On a une tendance ici à la Pitié à privilégier ces traitements, c'est-à-dire éviter les traitements antiplaquettaires chez ces patients qui sont des gens qui saignent beaucoup et de donner des demi-doses d'AOD. On a fait l'étude randomisée DRIFT, hein, qui avait été publiée dans Circulation il y a un petit moment déjà, où on avait montré que des doses même de 10 mg de rivaroxaban contrôlaient assez bien les paramètres thrombotiques de ces patients-là. Et dans cette étude où on a eu plusieurs centres français qui ont participé, on a observé 2 thromboses de prothèse, hein, et les 2 thromboses de prothèse étaient dans le groupe contrôle traitement antiplaquettaire double et pas dans le traitement anticoagulant des 2 bras anticoagulés. Alors c'est des petits arguments, hein, on n'aura jamais, je pense, de grosses études malheureusement là-dessus, mais on est dans une oreillette gauche, on est sur un système qui est plutôt affluent et à bas débit. Ça ressemble plus quand même à un système veineux qu'à un système artériel, et c'est sans doute pourquoi les anticoagulants sont parfaitement acceptables, sans les marier aux antiagrégants, bien évidemment. Très bien. Mais écoutez, il nous reste à vous féliciter et vous remercier pour ce cas très didactique et puis le succès de la procédure et les explications que vous avez su nous donner.